Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Faisons un constat clinique, brutal même, mais absolument nécessaire pour commencer cette plongée en profondeur aujourd'hui. Avoir changé 4 fois de poste au cours des 3 dernières années, ce n'est absolument pas le vrai problème. Ah non, pas du tout. Le véritable problème, la chose qui détruit littéralement une candidature en plein milieu d'un entretien, c'est la façon dont on s'en justifie. Ouais, c'est cette erreur fatale qui consiste à adopter instantanément une posture défensive, à paniquer à l'idée de passer pour quelqu'un de profondément instable, ou pire encore, c'est le fait d'utiliser des clichés vides d'une banalité affligeante, du genre « je m'ennuyais dans mon précédent poste » ou alors « je cherchais de nouveaux défis ». Complètement. C'est là que se situe la fracture entre une candidature qui s'effondre et une candidature qui s'impose. En fait, la majorité des candidats abordent ce sujet comme des coupables à la barre, en espérant l'indulgence d'un jury imaginaire. Le langage corporel change, le regard fuit, la voix devient hésitante. Au lieu de se positionner en stratège de leur propre carrière, on assiste à une sorte de confessionnal professionnel très gênant pour tout le monde. Exactement, et c'est très douloureux à regarder. C'est pour ça que dès cette première minute, l'objectif de notre exploration est clair. Il y a une promesse mentale ferme pour quiconque écoute cette analyse, c'est que d'ici la fin de notre échange, la perception de ce qu'on appelle le job hopping, donc le changement fréquent d'employeur, sera totalement et définitivement inversée. C'est une promesse forte, mais on va la tenir. L'idée, c'est de ne plus jamais s'excuser pour un parcours professionnel dynamique. Voilà. Il s'agit de cesser de subir cette question redoutée du recruteur pour la transformer en un avantage concurrentiel indéniable. Donc, décortiquons ça en détail. Nos sources aujourd'hui, elles reposent sur un document stratégique très pointu concernant l'analyse comportementale en recrutement et la justification des changements de poste fréquents. Et notre mission, c'est d'en extraire la méthode exacte pour maîtriser son storytelling professionnel. Comment on transforme une liste de départ en apparence précipitée en une trajectoire de progression implacable? C'est ça. Mais pour commencer, je pense qu'il faut redéfinir le vrai problème, bien au-delà du symptôme visible. Pourquoi est-ce que le job hopping terrifie à ce point les employeurs? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut totalement évacuer l'émotionnel. Ce n'est pas un jugement moral sur la loyauté, tu vois. Un recruteur ne se dit pas « Oh, cette personne est immorale ou déloyale ». C'est pas une trahison personnelle, quoi. Non, pas du tout. C'est une analyse froide, un pur calcul mathématique de risque, un calcul de retour sur investissement. Le recrutement, dans n'importe quelle structure, ça coûte extrêmement cher en temps, en énergie et en ressources financières. Ouais, parce que former un nouveau collaborateur, l'intégrer à la culture de l'entreprise, lui faire maîtriser les processus internes, ça prend souvent de nombreux mois avant qu'il ne soit pleinement opérationnel. Et surtout, avant qu'il ne soit rentable. On imagine très bien le recruteur, les mains moites sur sa tasse de café, en train de regarder un CV avec 5 postes en 3 ans et de s'imaginer devoir refaire passer des dizaines d'entretiens dans 6 mois parce que la personne aura encore démissionné. C'est une angoisse logistique pure et simple. Totalement. Le document mentionne d'ailleurs un cas très spécifique, c'est l'histoire d'une entreprise dans le secteur de la tech où le remplacement d'un développeur qui était parti après seulement 6 mois a coûté l'équivalent de 150% de son salaire annuel. 150%, c'est énorme. C'est ce chiffre exact qui terrifie les départements de ressources humaines. La peur panique, c'est que le candidat abandonne à la première difficulté ou à la première frustration, réduisant l'investissement initial à un gouffre financier. La préhension centrale de l'employeur, c'est juste de reproduire un schéma de départ prématuré. Ok, donc parlons-en de ces stratégies de défense qui mènent droit dans le mule, justement à cause de cette peur. Les sources mettent en lumière plusieurs erreurs fatales. La première, très humaine finalement, c'est la surjustification. Ah oui, le classique. Le candidat anxieux va multiplier les explications, empiler les détails sur le pourquoi du comment de chaque départ. Il parle et il s'enfonce. Et le résultat est systématiquement contre-productif, non? C'est catastrophique. Ça crée un brouilleur cognitif total pour celui qui écoute. Plus on donne d'excuses, plus on crée de la confusion et plus on suscite de doutes. On donne l'impression de noyer le poisson. Donc le cerveau du recruteur va juste retenir l'hésitation, pas les arguments de fond. Exactement. Il retient le malaise.
Attends, il y a un point dans les sources qui mérite qu'on s'y arrête, car il semble totalement contre-intuitif. C'est le fait de blâmer l'environnement précédent. Le fameux « mon manager était toxique » ou « l'entreprise faisait face à une faillite imminente ». Oui, le blâme externe. Voilà. Mais si le manager précédent était objectivement un tyran ou que l'entreprise fermait vraiment ses portes, est-ce que ce n'est pas mentir par omission que de ne pas le dire ? Pourquoi devrait-on cacher une vérité factuelle ? C'est une excellente objection et c'est sincèrement le piège le plus redoutable en entretien. Même si ces faits sont 100% authentiques, vérifiables, et que le candidat est la victime absolue de l'histoire, rejeter la faute sur l'ancien employeur envoie un signal désastreux. Pourquoi ? La raison est purement psychologique. Aucune entreprise n'est parfaite. Chaque organisation a sa part de dysfonctionnement, de managers maladroits ou de processus cassés. En critiquant l'ancien système, on indique aux recruteurs qu'au moindre problème organisationnel dans le nouveau poste, la réaction sera le conflit ou la fuite. Plutôt que la résolution de problème. Exactement. Le recruteur entend, cette personne est incapable de naviguer dans l'imperfection. Ce qui est en fait la définition même du monde de l'entreprise. C'est rude, mais c'est d'une logique implacable. Et la troisième erreur mentionnée, c'est de minimiser l'importance de ces changements. Passer rapidement dessus en balayant la question d'un revers de main avec un « Oh, c'était juste des opportunités qui se sont présentées, ce n'est pas très important ». Minimiser, c'est perçu soit comme un manque de lucidité flagrant sur son propre parcours, soit comme une fuite de ses responsabilités. Le raisonnement de l'autre côté de la table est clair. Si cette personne prend ses changements de vie professionnelle aussi à la légère, sans réflexion stratégique, comment va-t-elle gérer des projets complexes ou des budgets importants chez nous ? C'est la question qui tue. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Nos sources opèrent un renversement de perspective assez radical ici. L'idée centrale, c'est que ce fameux job hopping, s'il est correctement conceptualisé et présenté, ne révèle pas de l'instabilité, mais des compétences qui sont en réalité extrêmement rares et recherchées sur le marché actuel. Oui, c'est ce que l'analyse appelle les angles morts du recrutement, des choses que les recruteurs veulent, mais qu'ils ne voient pas sous cet angle. Alors quel est le premier ? Le premier grand angle mort, c'est d'ignorer le premium de l'apprentissage accéléré. Changer souvent d'environnement implique par définition une agilité d'apprentissage largement supérieure à la moyenne. Parce qu'à chaque nouveau poste, il a fallu absorber une nouvelle culture d'entreprise. C'est ça, maîtriser de nouveaux outils technologiques, comprendre des processus inédits et décrypter une nouvelle politique interne en un temps record juste pour survivre professionnellement. Pour imager la chose, prenons un candidat qui restait 10 ans au même endroit. Il a peut-être une expertise profonde sur un logiciel interne très précis, très spécifique à sa boîte. Mais le candidat qui a changé 4 fois a prouvé sa capacité à apprendre 4 logiciels différents, sous pression, tout en s'intégrant à 4 équipes distinctes. C'est une flexibilité neuronale très différente. Et cette flexibilité amène un corollaire direct. C'est le bénéfice de l'œil neuf. L'œil neuf, oui, le document insiste beaucoup là-dessus. Parce que l'expérience montre qu'un profil diversifié, qui a été exposé à de multiples méthodologies et approches managériales, repère immédiatement des opportunités d'optimisation. Il voit les failles ou les axes d'amélioration que les collaborateurs anciens ne remarquent même plus. Ils sont complètement habitués et parfois anesthésiés par le système en place, en fait. Exactement. C'est la fin de la cécité d'entreprise. Un nouveau regard voit ce qui dysfonctionne. Il y a un deuxième angle mort mis en avant par le document, un point crucial et pourtant systématiquement oublié par les candidats eux-mêmes quand ils se défendent. C'est le capital réseau. Oh oui, on a tendance à voir un CV fragmenté comme une série d'échecs, en oubliant totalement la dimension relationnelle. C'est pourtant un atout stratégique massif. Un parcours professionnel multiple construit de facto un réseau vaste, hétéroclite et transversal. Pensons à des rôles spécifiques comme le développement commercial, le marketing, les achats ou les partenariats. Ce carnet d'adresses, c'est une mine d'or. La capacité à identifier des talents extérieurs, à nouer des alliances rapidement ou à trouver un prestataire de confiance en urgence, elle est décuplée quand on a navigué dans plusieurs écosystèmes. On ne recrute plus juste un individu, on recrute un hub relationnel. C'est exactement le terme, un hub relationnel. Et le troisième angle mort, qui est plutôt une technique de communication purement tactique d'ailleurs, c'est l'anticipation proactive. Nos sources suggèrent de ne même pas attendre la question piège du recruteur sur ses changements de poste, mais de l'aborder spontanément. C'est la métaphore de la bombe. La meilleure façon de la désamorcer, c'est de couper le fil avant même que l'interlocuteur ne lance le compte à rebours.
C'est brillant. Amener le sujet de sa propre mobilité sur la table témoigne d'une grande capacité d'anticipation, d'une intelligence émotionnelle aiguisée et d'une transparence totale. Ça signale au recruteur une maîtrise parfaite de son narratif. Le candidat dit en substance « Je sais comment mon profil est perçu, j'en suis fier, et voici pourquoi c'est un atout pour vous ». Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Il est temps de passer à la structuration. Comment on organise ce discours pour que ce soit applicable, là, tout de suite, lors d'un prochain entretien? Les sources proposent un cadre décisionnel très précis pour ça. Le premier pilier de ce framework, c'est l'établissement du fil conducteur, ce qu'on appelle le storytelling intentionnel. Le plus grand piège ici, j'imagine, c'est de laisser penser que ces changements étaient de simples coups de tête ou des réactions épidermiques face à l'ennui. Exactement. Il faut trouver et imposer un fil rouge. Chaque saut doit correspondre à un objectif précis qui s'inscrit dans une logique globale de développement. Donc, au lieu de dire « je suis parti parce qu'on me proposait un meilleur salaire à côté », on cadre l'événement. On le présente autour de l'acquisition d'une nouvelle compétence très spécifique ou de l'accès à des responsabilités managériales qui n'étaient pas disponibles en interne. Ou même d'une volonté délibérée de se confronter à un nouveau secteur pour élargir sa vision du marché. L'intentionnalité doit remplacer l'instabilité. C'est très clair. Ensuite Vient le cœur du réacteur, le deuxième pilier de ce cadre d'action. C'est la règle des 3 points positifs. Pour chaque ligne du CV qui nécessite une justification, il faut livrer exactement 3 éléments. Ni plus, ni moins, pour éviter de retomber dans le piège de la surjustification dont on parlait tout à l'heure. faisons un exercice pratique pour illustrer ça. Imaginons un candidat qui a quitté un poste de chef de projet après seulement 8 mois. C'est très court. Comment il applique cette règle des 3 points sans avoir l'air de lire un manuel de robotique? Alors le premier point, c'est la compétence spécifique acquise lors de ce passage même bref. Le candidat pourrait dire « Ces 8 mois chez l'entreprise X ont été intensifs et m'ont permis de maîtriser la méthode Agile Scrum dans un contexte de crise. » Ok, ça c'est la compétence. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est la réussite obtenue et c'est impérativement illustré par des données chiffrées. Il ajoute « J'ai pu redresser un projet en retard, permettant la livraison de l'application avec seulement 2 semaines de décalage au lieu des 2 mois prévus, ce qui a sauvé un contrat de 100 000 €. D'accord, donc on ancre le passage court dans une victoire très concrète, très tangible. Et le troisième point? C'est l'apport exact et projeté pour le futur employeur. C'est le pont entre le passé et l'avenir. Le candidat conclut en disant « Et c'est exactement cette capacité à redresser des projets en situation d'urgence que je souhaite apporter à votre département aujourd'hui, car j'ai vu que c'était l'un de vos enjeux pour le trimestre prochain. » C'est redoutable. On reste factuel, constructif et totalement centré sur la création de valeur pour l'interlocuteur. On ne s'excuse jamais. Jamais. Le troisième pilier du framework est tout aussi crucial pour ne pas rater sa cible. C'est l'adaptation au secteur. Le discours doit impérativement pivoter en fonction de l'audience qui se trouve de l'autre côté de la table. On ne vend pas son parcours de la même manière à une banque centenaire qu'à une start-up qui vient de lever des fonds. Ça, c'est certain. Le message générique est l'ennemi. Si l'entretien a lieu dans un environnement technologique en forte croissance, il faut vendre l'agilité. Dans ces structures, l'innovation et la diversité d'expériences sont le carburant de la boîte. Donc le candidat insistera sur sa capacité à apporter des idées fraîches, à pivoter rapidement sans s'effondrer sous la pression et à évoluer confortablement dans l'incertitude. Mais à l'inverse, si l'on fait face à une institution plus traditionnelle, l'approche change radicalement. On ne va surtout pas survendre le fait d'adorer le changement permanent, ça les terrifierait. C'est clair. Là, on vend la maturité professionnelle acquise à travers ces différentes expériences, on explique que l'on a fait le tour des différentes méthodes de travail sur le marché et que l'on sait désormais exactement pourquoi la rigueur et la stabilité de leur institution correspondent à nos valeurs actuelles. Ce qui nous amène directement au 4e et dernier pilier du modèle mental, le climax ou le point de stabilisation. C'est l'étape ultime, la phase de traitement des objections finales. Il s'agit de présenter le poste actuellement visé non pas comme une énième étape éphémère d'1 an ou 2, mais comme l'aboutissement logique et désiré de toute cette trajectoire complexe. C'est le moment critique de prouver que tout ce cheminement chaotique en apparence n'avait qu'un seul but, arriver précisément à ce poste-là, dans cette entreprise-là, à ce moment précis de sa carrière. Mais pour que cette stabilisation soit crédible, elle requiert une connaissance quasi obsessionnelle des enjeux de l'entreprise ciblée non-J. Passées, aussi brèves fussent-elles, ont servi de laboratoire d'essai.
Il faut pouvoir dire « j'ai exploré des environnements très hiérarchiques et des structures très horizontales. Je sais aujourd'hui avec une certitude absolue que c'est le modèle hybride de votre entreprise qui me permettra de m'investir sur les 5 prochaines années. » On rassure l'employeur sur l'alignement parfait entre le projet de l'entreprise et la motivation intrinsèque du candidat. Si l'on doit résumer l'idée centrale de toute cette architecture, on pourrait la formuler ainsi: la mobilité professionnelle, même accélérée, n'est pas un défaut honteux à dissimuler sous le tapis. C'est un super pouvoir à révéler et à marketer. C'est la preuve tangible d'une vision à 360 degrés, d'une résilience face à l'inconnu et d'une adaptabilité que les profils purement statiques n'ont tout simplement pas l'occasion de forger. Si l'on relie tout cela à une vision plus globale du marché du travail actuel, je dirais que l'exigence d'une prise de position mentale s'impose. Oui, je suis convaincue que le choix qui s'offre à quiconque navigue sur ce marché en perpétuelle mutation est finalement très binaire. C'est-à-dire? Soit on continue de se comporter comme une victime de son propre CV, en balbutiant des justifications creuses, en rasant les murs et en priant pour que le recruteur passe rapidement sur les dates. Soit on décide d'assumer pleinement, radicalement, cette trajectoire atypique comme une véritable stratégie de développement intentionnel. C'est le passage d'une posture passive à une posture d'autorité. C'est l'essence même de ce qu'on vient de voir. On passe de la victime qui s'excuse à l'architecte qui démontre sa valeur. Et cela nous laisse avec une question encore plus vaste, une réflexion qui n'est même pas dans le document initial, mais qui s'impose logiquement quand on regarde l'évolution du monde. Surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est en train de redessiner des industries entières en l'espace de quelques mois, avec des cycles économiques de plus en plus courts. Exactement. Est-ce que le fait de savoir changer de job, de se réinventer et de s'adapter à un nouvel environnement tous les 2 ans ne va pas tout simplement devenir la seule et unique façon de survivre professionnellement d'ici très peu de temps? Le véritable risque pour une entreprise aujourd'hui, ce n'est peut-être plus de recruter un job hopper. C'est peut-être de s'entourer de profils qui n'ont connu qu'un seul environnement et qui seraient totalement incapables de s'adapter aux prochains bouleversements du marché. Gardons cette perspective en tête la prochaine fois qu'il faudra justifier une évolution de carrière rapide. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur et à très bientôt pour une nouvelle exploration de ces mécaniques qui transforment notre façon de travailler. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.